À minuit pile, ma famille a levé son verre à mon avenir comme si l'un d'entre eux s'était jamais soucié de ce qui m'arriverait une fois les bougies éteintes. Ma mère souriait de toutes ses dents, un sourire qui n'était ni chaleureux ni fier, mais simplement aiguisé au coin des yeux, cette expression qu'elle arborait toujours quand l'argent était assez proche pour qu'elle puisse en sentir l'odeur. À Élodie, a-t-elle dit en levant sa flûte de champagne, elle devient enfin une adulte. Mon beau-père Stéphane a hoché la tête à ses côtés en ajoutant, et enfin assez grande pour prendre des décisions mûres. Des décisions mûres. Cette phrase flottait dans l'air comme un parfum bon marché sur quelque chose de pourri. J'ai souri, j'ai coupé le gâteau et je n'ai rien dit. Parce que 3 heures plus tôt à 20h41 précisément, j'avais déjà fait la seule chose mûre que personne dans cette maison n'aurait imaginé que je fasse. J'avais verrouillé mon fonds fiduciaire là où ma mère ne pourrait jamais l'atteindre. Je m'appelle Élodie Mercier. À minuit ce soir-là, j'avais encore 17 ans pendant exactement 60 secondes de plus. Et la seule raison pour laquelle ma famille faisait semblant de fêter mon anniversaire était que ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt et m'avait laissé un héritage qui devenait accessible à mes 18 ans. Accessible. C'était le mot préféré de ma mère depuis 6 mois. Quand il deviendra accessible, nous pourrons enfin stabiliser les choses. Quand il deviendra accessible, nous sortirons la tête de l'eau. Quand il deviendra accessible, tu pourras contribuer comme une adulte. Elle n'a jamais dit ton avenir, elle n'a jamais dit tes études, elle n'a jamais dit ta sécurité, elle n'a jamais dit ta liberté, elle disait juste accessible. Ma grand-mère appelait cela protéger. C'était la dernière vraie conversation que nous avions eue seuls. Elle était déjà en soins palliatifs à l'époque, la peau fine comme du papier de soie, la voix faible, mais son esprit était encore assez tranchant pour briser du verre. Elle m'avait tenu le poignet en disant, « Ta mère pense que l'accès signifie la propriété. » Ce n'est pas le cas. À l'époque, je pensais qu'elle parlait d'émotion. J'ai appris plus tard qu'elle parlait de droit. L'héritage s'élevait à 380 000 €. Pas une fortune de milliardaire, pas de l'argent imaginaire. De l'argent capable de changer une vie réelle. Des études de médecine ou de droit payées en totalité. Un apport pour un appartement un jour. Le genre de coussin qui empêche une mauvaise année de se transformer en 5 ans de galère. Ma mère tournait autour depuis l'enterrement. Au début, elle semblait prudente, presque pédagogue. Nous devrions voir un conseiller financier. Il serait logique de regrouper les comptes. Tu es jeune. Les grosses sommes peuvent disparaître vite si elles ne sont pas gérées. Puis sont venues les vraies suggestions. Rembourser les dettes professionnelles de l'entreprise de BTP de Stéphane parce que les dettes de la famille sont aussi tes dettes. Aider pour les frais d'avocat de mon demi-frère Théo parce qu'il a juste fait une erreur idiote lors d'une bagarre. Mettre de côté pour la stabilité du foyer puisque j'avais vécu sous ce toit toutes ces années. Toutes ces années. Comme si elle n'avait pas déjà utilisé l'argent de mon job de serveuse dans une brasserie pour payer les courses dès mes 16 ans. Comme si elle n'avait pas pris l'argent que mamie m'envoyait pour mes manuels scolaires en appelant cela un prêt temporaire. Comme si je n'avais pas déjà appris que dans notre maison, le soutien familial ne circulait que dans une seule direction, vers eux. Alors, quand la semaine de mon anniversaire est arrivée, j'ai arrêté d'écouter ce que ma mère disait et j'ai commencé à observer ce qu'elle préparait. Elle a acheté un classeur en cuir. Elle a imprimé des formulaires. Elle m'a demandé 2 fois si j'avais toujours la carte de visite du notaire dans mon tiroir. Elle a même demandé à quelle heure précise le compte se débloquerait, comme s'il s'agissait d'un coffre-fort attendant une alarme d'anniversaire. C'est ce qui m'a finalement poussé à appeler Maître Lefebvre. Il gérait l'héritage de mamie depuis le début. Une voix sèche, des costumes gris, le genre d'homme qui donne l'impression que chaque phrase a été préapprouvée par une commission parlementaire, ce que je détestais habituellement chez les adultes. Ce soir-là, cela m'a sauvée. Je l'ai rencontré ainsi qu'un clerc de notaire à son étude après les cours, je lui ai raconté exactement ce que ma mère disait et je lui ai posé une seule question. Que puis-je faire avant demain ? Il m'a regardé pendant un long moment, puis a dit, vous pouvez choisir si l'accès signifie un pouvoir d'achat immédiat ou une protection à long terme. À 21h20, l'acte était signé. Les droits de distribution restaient les miens. Le contrôle ne l'était plus.
Maître Lefebvre a transféré les fonds dans une structure verrouillée qui couvrirait les frais de scolarité, le logement, les besoins médicaux et les dépenses de la vie courante approuvées. Mais personne, pas même moi, ne pouvait tout retirer en un week-end émotionnel ou le céder sous la pression familiale. Tout versement plus important nécessitait l'examen d'un comité indépendant. Le fantasme de ma mère de m'asseoir le lendemain matin et de diriger l'argent comme s'il était enfin mûri entre ses mains était mort avant même que le gâteau ne soit coupé. Elle ne le savait juste pas encore. Je suis donc restée là à minuit pendant qu'elle portait un toast à mon avenir et m'observait comme un prédateur guettant sa proie. Stéphane a demandé quand je voulais commencer à parler des chiffres. J'ai répondu demain. Cela a visiblement détendu ma mère. Bien. Laisse-la bien dormir une dernière nuit. Le lendemain matin, elle n'a pas frappé. Elle est entrée directement dans ma chambre à 8h07 avec son classeur en cuir et une tasse de café qu'elle n'avait pas apporté pour moi. Elle s'est assise sur le bord de mon lit comme si cette réunion avait déjà été planifiée par Dieu lui-même à la banque. Puis elle a posé le dossier sur ma couette, m'a regardé et a dit « Nous devons parler de cet argent ». Ma mère a ouvert le classeur sur mon lit comme si elle présidait un conseil d'administration. À l'intérieur, il y avait des onglets, pas des notes volantes, pas des gribouillis nerveux, des onglets. Charge du foyer, Théo, Stéphane, stabilisation. Avenir Élodie. Ce dernier m'a presque fait rire parce que si elle s'était souciée de mon avenir, elle n'aurait pas construit un plan de dépenses pour mon argent avant même que je sois légalement en âge d'y toucher. Elle a fait glisser la première page vers moi. Nous avons fait les calculs, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Ma mère adorait les mathématiques quand elles impliquaient les sacrifices des autres. En haut de la page se trouvait un titre dactylographié, plan d'allocation post-accès, et en dessous ses priorités. Premièrement, la dette de l'entreprise de Stéphane. Deuxièmement, les frais de justice de Théo. Troisièmement, la réserve de sécurité du foyer. Quatrièmement, le remplacement du véhicule familial. Cinquièmement, le fonds d'éducation pour moi, selon ce qui sera approprié une fois les obligations familiales remplies. J'ai lu cette ligne 2 fois. Fonds d'éducation pour moi. Cinquième, après Stéphane, après Théo, après la maison, après la voiture. Ma mère observait mon visage et a confondu mon silence avec de la faiblesse. Je sais que cela semble beaucoup, a-t-elle dit. Mais une fois que l'argent est accessible, nous devons être intelligents. Intelligent. C'était son mot pour dire obéissant. Stéphane est apparu dans l'encadrement de la porte à ce moment-là, son café à la main, s'appuyant d'une épaule contre le cadre comme le font les hommes solidaires dans les publicités juste avant de décevoir tout le monde. Nous ne te prenons rien, a-t-il dit. Nous organisons les choses. Je l'ai regardé. Stéphane organisait sa vie depuis mes 11 ans. Organisant les dettes, organisant les nouveaux départs, organisant les explications pour lesquelles son entreprise de rénovation semblait toujours à une seule facture du redressement judiciaire. Ma mère l'appelait malchanceux. Je l'appelais coûteux. Théo était pire. 21 ans, imprudent, éternellement offensé par les conséquences de ses actes. 2 mois plus tôt, il s'était fait arrêter après une bagarre dans un bar et soudain, tout le monde dans la maison s'était mis à utiliser des expressions comme une seule mauvaise soirée ou avenir brisé. Ses frais d'avocat étaient devenus l'urgence familiale numéro 1 dès le petit déjeuner le lendemain. Maintenant, apparemment, ils étaient le point numéro 2 de mon héritage. Ma mère a de nouveau pointé la page du doigt. Si nous enlevons la pression sur Stéphane et que nous stabilisons Théo, toute la famille respire. Ensuite, ta part pourra vraiment durer. Ta part. Comme si le reste leur appartenait déjà de droit moral. Je ne paierai pas la dette de Stéphane, ai-je dit. Son expression n'a pas changé. Les bons menteurs ne gaspillent jamais leur énergie sur le premier nom. Nous n'appelons pas cela payer, a-t-elle dit. Nous appelons cela restructurer le stress familial. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les onglets, puis Stéphane, puis le café qu'elle n'avait pas apporté pour moi. Et j'ai réalisé quelque chose d'utile. Elle n'était pas là pour me persuader. Elle était là pour me guider à travers la version du oui qu'elle avait déjà préparée. Cela signifiait qu'elle pensait que l'argent était disponible. Bien.
Laisse-la penser cela encore une minute. Elle a sorti un deuxième formulaire. Celui-ci comportait des lignes pour les signatures. Ce n'était pas un document officiel du notaire, juste un accord familial rédigé dans un langage poli. Il disait: je reconnais le soutien historique du foyer et j'ai l'intention de diriger une première distribution volontaire vers les obligations partagées pour le bénéfice de tous les membres de la famille immédiate. Soutien historique. J'ai failli sourire parce que si ma grand-mère avait été dans la pièce, elle aurait appelé cette phrase par son vrai nom, une fiction bien mise en page. Ma mère a touché la ligne de signature avec un ongle. Cela permet de garder les choses claires. Non, ai-je dit, cela permet de garder les choses niables. Cela a fait bouger Stéphane. Il est entré, a posé sa tasse et a pris cette voix patiente que les hommes utilisent quand ils pensent que les jeunes femmes sont trop émotives face à de l'argent qu'elles ne comprennent pas. Élodie, écoute. Personne n'essaie de te faire du mal, mais 400 000 € à ton âge peuvent disparaître très vite. Tu as besoin d'adultes autour de ça. Cela aurait dû tout vous dire sur ma famille. Pas une seule personne dans cette pièce n'avait demandé ce que je voulais étudier, ni où je voulais vivre, ni si je me sentais en sécurité, ni ce que mamie avait prévu, mais seulement à quelle vitesse ils pouvaient se positionner comme des adultes autour de mon argent. Je me suis adossée à ma tête de lit. Est-ce que l'un de vous a parlé à Maître Lefebvre? Ma mère a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi? Parce qu'il gère le fonds. Ses yeux se sont rétrécis. Nous n'avons pas besoin d'impliquer un notaire dans une planification familiale privée. Et voilà. Privé. Le mot préféré des gens qui savent que les documents officiels pourraient les arrêter. J'ai dit que ce n'était pas ma question. Pour la première fois ce matin-là, son rythme s'est brisé. Non, a-t-elle dit, pas encore. Pas encore. Ce qui signifie qu'elle avait prévu de le faire. Ce qui signifie qu'elle supposait que l'accès venait en premier et que le contrôle suivait juste après. J'ai pris le classeur et je l'ai tourné pour pouvoir voir la page qu'elle avait étiquetée stabilisation, factures impayées du foyer, ligne de crédit de Stéphane, provision pour l'avocat de Théo. 3 mois de réserve pour que ma mère gère la transition familiale. Puis, sous la rubrique Avenir Élodie, frais de scolarité à discuter. À discuter. Mon propre avenir n'était qu'une ligne vague sous une liste de leurs besoins immédiats. J'ai reposé le papier. Ma mère a encore une fois confondu mon silence. Elle a adouci sa voix. Je sais que grand-mère voulait cela pour toi, a-t-elle dit. Mais elle voulait aussi que la famille prenne soin les uns des autres. Non, mamie voulait que je survive à vous trois. C'était tout l'intérêt de la chose. Alors, j'ai regardé ma mère, les onglets, les signatures qu'elle avait déjà préparées, et j'ai décidé que la chose la plus gentille que je puisse faire était d'arrêter de la laisser parler. L'argent est verrouillé, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je l'ai verrouillé hier soir. Stéphane a ricané. Tu ne peux pas verrouiller ton propre fonds. Je l'ai regardé. Maître Lefebvre le peut. Ma mère est devenue très immobile, pas confuse, mais calculatrice. Que as-tu fait exactement? J'ai converti la structure de distribution. Son visage s'est vidé de ses couleurs lentement, pas parce qu'elle comprenait chaque mot, mais parce qu'elle en comprenait assez. Elle s'est levée trop vite et le classeur a glissé du lit, les pages s'éparpillant sur ma couverture et sur le sol. Pour quelle raison, a-t-elle demandé? J'ai soutenu son regard. Pour la même raison que tu es entré ici avec des onglets. La pièce est devenue très silencieuse après cela. Puis ma mère a prononcé la seule phrase qui m'a prouvé que j'avais eu raison d'agir avant minuit. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans en discuter avec moi. Ma mère me fixait comme si j'avais mis le feu à la maison et que je commentais maintenant la météo. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans en discuter avec moi. C'était là. Pas de pourquoi tu t'es senti en danger. Pas de quelle protection s'agit-il. Pas de qu'est-ce que cela couvre encore pour toi. Juste elle, son exclusion, son autorité, son indignation. Stéphane est intervenu avant que je puisse répondre. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par verrouiller? Je l'ai regardé. Je veux dire que tu ne peux pas t'asseoir ici avec un dossier et diriger l'argent vers tes dettes. Sa mâchoire s'est contractée.
Ce n'est pas ce que c'est. J'ai jeté un coup d'œil aux onglets éparpillés sur mon lit. Foyer, Théo, Stéphane, stabilisation. Si, ai-je dit. C'est exactement ce que c'est. Ma mère s'est baissée, a ramassé les pages trop rapidement et les a fourrées dans le classeur comme si les cacher à nouveau pouvait restaurer sa dignité. Tu as été manipulé, a-t-elle dit. Cela m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que les gens n'appellent cela de la manipulation que lorsque quelqu'un d'autre vous atteint en premier. Non, ai-je dit. J'ai été conseillé. Par qui, maître Lefebvre? Ce nom a résonné lourdement. Pas parce que ma mère le respectait, mais parce qu'elle savait qu'il était assez âgé, assez ennuyeux et assez officiel pour ne lui laisser que très peu de marge pour me traiter d'hystérique. Stéphane a croisé les bras. Et qu'est-ce qu'il t'a convaincu de faire? Garder l'héritage pour les frais de scolarité, le logement, les frais médicaux et des distributions contrôlées. Le visage de ma mère a changé. Pas de la confusion. Des mathématiques. Elle faisait des soustractions en temps réel. Pas de retrait global, pas de transfert rapide, pas de sauvetage soudain pour l'entreprise de Stéphane, pas d'argent facile pour les frais d'avocat de Théo, pas de réserve domestique qu'elle pourrait gérer discrètement une fois sur un compte partagé qu'elle contrôlerait émotionnellement. Quel genre de distribution contrôlée, a-t-elle demandé? Un examen indépendant pour les demandes plus importantes. Donc tu as besoin d'une permission pour utiliser ton propre argent. Je l'ai regardé. De la part de personnes qui n'essaient pas de le dépenser avant le petit déjeuner. Oui. Cela l'a fait taire pendant une seconde entière. Puis Théo est apparu dans l'encadrement de la porte, pieds nus, en sweat à capuche, les cheveux encore aplatis par le sommeil. Il a regardé le visage de ma mère, celui de Stéphane, puis le dossier sur mon lit et a immédiatement compris que quelque chose de précieux avait mal tourné. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a répondu. Bien. Laisse-le ressentir l'incertitude pour une fois. Il s'est avancé davantage. Est-ce qu'elle a eu l'argent ou pas? C'était tout Théo. Pas de bonjour. Pas de bon anniversaire. Pas de faux semblants. Juste l'inventaire. Ma mère a aboyé. Pas maintenant. Il l'a ignoré et m'a regardé. Tu l'as déplacé. Oui. Son expression est devenue laide rapidement. Tu ne peux pas faire ça. Grand-mère a laissé ça pour la famille. Non. Grand-mère a laissé ça pour moi. La famille attendait simplement à côté avec des étiquettes et des excuses. J'ai dit, grand-mère l'a laissé pour que je puisse survivre à cette maison. Celle-là a frappé fort. Pas parce que Théo l'a comprise, mais parce que ma mère l'a fait. Elle s'est assise sur le bord de ma chaise de bureau et a semblé soudainement plus vieille qu'elle ne l'était 10 minutes plus tôt. Pas triste, pas pensive, juste acculée d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Tu penses que je te volerai? J'ai repensé à l'argent d'Emmanuel, à l'argent des courses, à la carte qu'elle avait utilisée une fois par erreur et remboursée par petits morceaux. À l'enveloppe de mamie qui était arrivée avec 200 € pour des vêtements d'hiver et qui était devenue par magie une aide partagée pour le chauffage. Puis j'ai dit la chose la plus honnête possible. Je pense que tu l'avais déjà divisé. Silence. Stéphane s'est frotté la bouche d'une main. Théo a marmonné quelque chose entre ses dents. Ma mère fixait le classeur sur ses genoux comme s'il l'avait trahi personnellement. Puis elle a tenté le coup suivant. La peur. Qu'est-ce qui se passe si tu as besoin d'argent liquide, a-t-elle demandé. Du vrai liquide. Vite. Si quelque chose tourne mal. Alors le fonds couvre les besoins approuvés. Et si tu fais une erreur? Je l'ai regardé et j'ai compris la véritable offense. Ce n'était pas que j'avais verrouillé l'argent. C'était que je l'avais verrouillé, elle, hors de mes erreurs. C'est ce dont les gens comme ma mère ont le plus besoin. Pas seulement l'accès à votre succès. L'accès à votre vulnérabilité. L'accès au moment où la panique vous fait signer, transférer, accepter ou abandonner. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Maître Lefebvre. Je l'ai mis sur haut-parleur. La posture de ma mère a changé instantanément. Élodie, a-t-il dit de la même voix sèche que la veille.
Je voulais confirmer que votre mère a appelé l'étude à 8h19 pour demander une autorité de conférence immédiate sur votre fonds. J'ai regardé droit vers elle. Elle n'a même pas eu la décence de paraître embarrassée. Maître Lefebvre a continué. Elle a également déclaré que vous étiez émotionnellement non préparé à gérer des fonds hérités et a insinué qu'elle avait toujours été la décideuse pratique prévue. Stéphane s'est figé. La tête de Théo s'est tournée vers ma mère. J'ai senti la pièce se rétrécir autour du lit. Parce que c'était là. Pas de l'inquiétude, pas de la confusion, pas une conversation difficile. Elle était passée par derrière moi avant même que je finisse de me réveiller. Ma mère a retrouvé sa voix. J'essayais de la protéger. Maître Lefebvre n'a pas perdu un souffle en politesse. Votre fille s'est protégée elle-même hier soir. C'est pour cela que vous n'êtes pas sur le dossier. Cette phrase a frappé si fort que même Théo s'était. Puis Maître Lefebvre a ajouté, Élodie, encore une chose. Votre grand-mère a inclus une lettre privée dans le dossier de succession qui ne devait être remise que si quelqu'un tentait d'interférer avec vos premiers droits de distribution. Étant donné l'appel de ce matin, je pense que vous devriez la lire avant de prendre toute décision familiale. Ma mère s'est levée si vite que les pieds de la chaise ont crissé. Il n'y a pas besoin de lettre secrète. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé les onglets dans son classeur, puis le café qu'elle ne m'avait toujours pas apporté, et j'ai dit, cela dépend de qui elle me protège. Le visage de ma mère a changé en premier, puis celui de Stéphane, puis celui de Théo. Un temps plus tard, parce que Théo avait toujours eu besoin que la réalité s'explique 2 fois avant d'arriver. Ma mère s'est levée si vite que le classeur a de nouveau glissé de ses genoux. Quelle lettre? Maître Lefebvre ne lui a pas répondu. Il m'a répondu à moi. Elle est dans le fichier numérique, a-t-il dit. Écrite de la main de votre grand-mère. Elle a ordonné qu'elle soit libérée uniquement si quelqu'un tentait de faire pression, de rediriger ou de parler en votre nom pour votre première distribution. Pression, rediriger, parler pour, ma mère avait l'air de réaliser que mamie ne l'avait pas seulement vu venir, elle avait nommé ses méthodes à l'avance. Envoyez-la-moi par mail, ai-je dit. Déjà fait. Le message est arrivé avant qu'il ne finisse sa phrase. Je l'ai ouvert. Une page scannée. L'écriture de mamie. Ferme, directe, impitoyable de cette manière calme qui faisait résonner chaque mot. Élodie, si ta mère est en colère, alors j'ai eu raison d'agir la première. Elle te dira que la famille devrait discuter d'argent avant que les banques et les avocats ne s'en mêlent. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut y avoir accès avant que ta colonne vertébrale ne se durcisse. Tu n'es pas égoïste de protéger ce qui t'a été laissé. Tu n'es pas cruel de refuser de financer les urgences des autres. Et si elle utilise les mots devoir familial, soutien, ou après tout ce que nous avons fait pour toi, souviens-toi de ceci. Les gens qui t'aiment ne planifient pas ton avenir autour de leurs dettes avant même que tu ne te réveilles le jour de tes 18 ans. J'ai dû m'arrêter là une seconde. Pas parce que je pleurais, mais parce que la voix de ma grand-mère traversait l'écran si clairement que la pièce semblait plus petite. J'ai lu le reste debout. Si Stéphane veut sauver son entreprise, qu'il sauve sa propre entreprise. Si Théo veut de l'aide juridique, laisse les adultes qui l'ont élevé en ressentir le poids. Et si ta mère te dit que c'est ce que fait la famille, demande-lui pourquoi la famille ne semble circuler que dans une seule direction quand cela te coûte quelque chose. Ne discute pas longtemps. N'explique pas 2 fois. Ne remets pas ta vie à des gens qui l'ont déjà dépensé dans leur tête. Utilise l'argent pour tes études. Utilise-le pour un endroit où vivre. Utilise-le pour les années où être en sécurité compte plus qu'être aimé. C'était ma grand-mère, tout craché. Jamais sentimentale plus longtemps que nécessaire. Elle terminait la lettre par une dernière ligne. S'ils sont offensés par les limites que tu poses, laisse-les être offensés là où ils ne peuvent pas te le facturer. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Ma mère était devenue très immobile. Stéphane feignait la neutralité, ce qui signifiait de la panique dans son langage. Théo avait juste l'air en colère, de cette manière lâche et impuissante d'une personne qui réalise enfin que l'argent sur lequel il comptait est maintenant derrière une vitrine blindée. Personne n'a parlé en premier. Bien.
Parce que j'en avais assez des conversations où je devais faire tout le travail émotionnel et la défense financière en même temps. Alors, je suis restée simple. Vous avez construit un plan de distribution pour mon argent avant le petit déjeuner, ai-je dit. Ma mère a essayé une dernière fois. J'essayais de protéger cette famille. J'ai secoué la tête. Non, tu essayais de m'absorber dans tes problèmes avant que je sois légalement assez grande pour dire non. Stéphane s'est avancé, la voix basse, managériale, essayant déjà de recadrer la situation. Élodie, ne fais pas quelque chose de dramatique parce que tu es sous le coup de l'émotion. C'était son erreur. Pas la plus grosse, mais la plus révélatrice, car rien ne révèle mieux une personne que de vous traiter des motifs juste après que vous vous soyez protégé avec des documents juridiques qu'il ne pensait pas que vous étiez assez intelligente pour comprendre. Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai signé des documents légaux avant minuit. Tu es entré dans ma chambre avec des onglets. Un seul d'entre nous a planifié mon avenir. Cela l'a fait taire. Théo a marmonné, c'est de la folie. Je me suis tournée vers lui. Non, c'est coûteux. Il y a une différence. Ma mère s'est rassise lentement, son classeur vide de sens sur les genoux, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ma chambre, elle semblait moins indignée que vaincue. Pas parce qu'elle se sentait coupable, mais parce que l'argent était parti de la seule manière qui comptait pour elle, pas parti loin de moi, mais hors de sa portée. C'est alors qu'elle a enfin dit quelque chose d'honnête. Alors c'est tout. J'ai regardé le dossier qu'elle avait apporté, les charges du foyer, Stéphane, Théo, la ligne où mon propre avenir arrivait en 5e position. Puis je l'ai regardé. Oui, ai-je dit. C'est tout. Stéphane a encore essayé. Tu prends une décision permanente à cause d'un matin tendu. J'ai failli rire. Un matin tendu. Comme s'il n'avait pas tourné autour de cet argent depuis des mois. Comme si ma mère n'avait pas chronométré l'accès comme un compte à rebours. Comme si le classeur sur mon lit n'était pas une preuve d'intention à lui seul. Non, ai-je dit. J'ai pris une décision permanente à cause de années de preuves. Personne n'avait de réponse à cela parce qu'il n'y en avait aucune. Ma mère est partie la première. Elle a ramassé le dossier, a réalisé qu'il n'avait plus aucune autorité et l'a gardé quand même, comme une chose morte qu'elle n'avait pas encore acceptée. Stéphane a suivi. Théo est resté dans l'encadrement de la porte une seconde de plus et a dit, « Grand-mère détesterait ça. » J'ai regardé la lettre toujours ouverte sur mon téléphone. Non, ai-je dit. Elle l'a planifié. Il est parti après ça. Et juste comme ça, mon 18e anniversaire a enfin commencé. Pas avec du gâteau, pas avec du champagne, pas avec un toast à mon avenir de la part de gens qui pensaient au leur. Mais avec du silence. Un vrai silence. Le genre qui vient après qu'un verrou a enfin tenu bon. Cet héritage a payé mon université, mon premier appartement, mes années de master et le genre de sécurité que je n'avais jamais été autorisée à imaginer sans culpabilité. Ma mère est restée en colère pendant longtemps, puis elle est passée à ce langage familial plus doux que les gens utilisent quand ils veulent le pardon sans jamais utiliser le mot pardon. L'entreprise de Stéphane a fait ce que font les choses instables quand plus personne n'est forcé de les porter à bout de bras. Théo a dû apprendre qu'une mauvaise soirée appartient toujours à la personne qui l'a vécue. Quant à moi, la chose la plus importante que ma grand-mère m'ait laissée n'était pas seulement l'argent. C'était le timing. Elle avait compris que le vrai danger n'était pas l'accès à 18 ans. C'était la pression à 18 ans. Elle m'a protégée du lendemain de l'extinction des bougies plus que de la pauvreté. Et je ne l'ai jamais oublié. Certains héritages changent vos finances. Les plus rares changent la direction de votre vie entière en s'assurant que les mauvaises mains n'y arrivent jamais les premières. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne garantissent pas toujours la loyauté ni le respect de l'intégrité personnelle. Dans de nombreuses familles, l'argent devient un révélateur de personnalité, transformant les proches en prédateurs dès qu'une opportunité financière se présente. La prévoyance de la grand-mère dans ce récit est une leçon magistrale de protection intergénérationnelle. Elle a su anticiper non pas les besoins financiers de sa petite fille, mais la toxicité prévisible de son propre entourage. Poser des limites, surtout envers ses parents,
est souvent perçue comme un acte de trahison ou d'égoïsme, alors qu'il s'agit en réalité d'un acte de survie et d'affirmation de soi. Élodie n'a pas seulement protégé son compte en banque, elle a protégé son autonomie et son droit de choisir sa propre vie sans être enchaînée aux échecs des autres. C'est un rappel puissant que le véritable amour familial soutient vos rêves au lieu de les utiliser pour combler ses propres lacunes. Et vous, avez-vous déjà dû protéger vos propres intérêts ou votre avenir face à des membres de votre famille qui essayaient de décider à votre place? Pensez-vous qu'Élodie a eu raison d'agir dans le dos de sa mère ou aurait-elle dû essayer de négocier malgré tout? Partagez votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire.